Bernard Drinville est maintenant ministre de l'Économie et on a appris quelques éléments qui s'en venaient sous le nouveau gouvernement de Mme Fréchette. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon mardi, bonsoir Mathieu. Salut. On sait que Bernard Drinville n'est pas devenu premier ministre. Par contre, en tant que ministre de l'Économie, il a pris du galon. Et dans ces circonstances-là, sous ce chapeau-là, il y a eu des bons mots sur Mme Fréchette, qui était de passage à Washington. Et ce que je comprends, c'est que les producteurs d'œufs et de lait peuvent souffler un peu. Oui, bien, il y a beaucoup de monde qui est nerveux au Canada avec la renégociation de l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique qui s'annonce. Parmi les plus nerveux, il y a les producteurs laitiers, les producteurs ovicoles. Pourquoi? Parce que leur production, elle tombe sous le coup du système de gestion de l'offre. Et on sait que le président Trump se plaint depuis des mois que c'est une attaque au libre marché, que c'est une entrave aux producteurs américains. Bref, il voudrait faire sauter la gestion de l'offre. Mais Christine Fréchette, notre nouvelle première ministre, est à Washington. Et elle a parlé hier pendant plus d'une heure avec le négociateur en chef des États-Unis, M. Jameson Greer. Et selon elle, après qu'elle ait dit que c'est pas négociable du tout, la gestion de l'offre, M. Greer n'aurait pas semblé insister sur cet aspect-là. Bernard Drinville, oui, est encouragé par ce signal qu'elle a obtenu, son ancienne rivale. Mme Fréchette a quand même obtenu des Américains des signaux qui sont quand même positifs. C'est au-delà du parage public et médiatique, là, quand tu t'assois en privé comme ça, tu sors toujours d'une rencontre comme celle-là avec des indications un peu plus claires sur ce qu'ils cherchent. Sur la gestion de l'offre, ça semble pas, jusqu'à maintenant en tout cas, une priorité pour les Américains de faire des gros gains sur ce plan-là. Donc ça, pour notre ruralité puis notre monde agricole, je pense que c'est une bonne nouvelle. Au dossier, Mathieu, le terminal de conteneurs international au port de Québec, est-ce que Bernard Drinville va se mêler de l'aspect environnemental? Contexte, vendredi, le fédéral a donné au port de Québec le droit de devenir un terminal de conteneurs international. Et on sait que l'entreprise QSL a un projet à cet effet-là. On ne connaît pas les détails cependant. Mais comme le projet est sur le territoire du port, c'est de juridiction fédérale exclusive. Le gouvernement du Québec n'a pas un seul mot à dire. C'est le port qui décide si le projet est conforme ou non. Et ça inquiète des citoyens, des groupes, des élus locaux qui craignent encore plus de pollution avec les camions. Je t'en parlais vendredi. M. Drinville, qui était encore ministre de l'Environnement il y a tout juste 2 semaines, est-ce qu'il va demander un BAP là-dessus, comme le demandent ces groupes-là? Peut-être que non. Sur l'évaluation environnementale, écoutez, laissez-nous voir comment ça va se passer, là. Moi, je veux pas déclarer... je suis pas en conflit, là, moi, avec personne. Moi, je veux travailler en partenariat, Mathieu. Puis... s'il y a des enjeux à régler, on va trouver un chemin pour les régler. Bon, on a vu plus combatif comme ministre québécois, n'est-ce pas? Je pense que M. Drinville a compris tout de suite qu'il était aussi responsable de la stratégie maritime comme ministre de l'Économie. Adieu, le ministre de l'Environnement. C'est ça. Merci beaucoup, Mathieu. En prie. Maintenant, il y a une centaine de personnes qui étaient en action aujourd'hui sur le campus Notre-Dame-de-Foix. Tous les étudiants inscrits à un programme de sécurité civile participaient à une grande simulation d'urgence. Voici le compte-rendu de Juliane Perrault. C'est une grande journée aujourd'hui au campus Notre-Dame-de-Foix. C'est une situation, un scénario d'urgence qui est mis en œuvre pour les étudiants, spécialement pour leur faire vivre la réalité du métier. On a eu un accident, une collision impliquant un véhicule bélier dont le conducteur a évidemment délibérément foncé sur un véhicule de transport de détenus dans le but de favoriser une évasion. Dans le véhicule de détenus, il y a 3 détenus qui ont réussi à s'évader, qui ont pris la fuite dans les directions opposées. Donc, les étudiants ont, dans ce contexte-là, au niveau policier, à gérer l'évasion des personnes, la recherche des détenus, mais ont en même temps à gérer un accident avec blessés, où il y a des personnes blessées graves, où il y a aussi des décès. Tous les programmes sont mobilisés aujourd'hui. L'objectif, c'est les voir collaborer et communiquer ensemble. Donc, on a réuni les étudiants en technique policière, en incendie, en préhospitalier d'urgence, ainsi qu'en intervention en milieu carcéral et en thanatologie afin de faire une simulation. Donc, les étudiants vont avoir à gérer ça en partenariat avec les incendies pour la désincarcération des personnes dans le véhicule, pour le soin des victimes avec les étudiants paramédics. Donc, il y a tout ce contexte-là qui doit être mis en place. Donc, on n'a pas le choix de faire du partenariat, de se parler, d'échanger, d'établir les priorités d'intervention. C'est toutes des choses que, dans un contexte d'études, on ne pense pas forcément.
à amener, mais là, dans un contexte d'intervention comme aujourd'hui, là, ils vivent pour vrai. Une nouveauté s'ajoute également à la simulation cette année, la thanatologie. Vous savez, la pandémie nous a amené à inclure la thanatologie, étant donné qu'on a eu plusieurs décès. Donc, la gestion des décès a été quand même un défi pendant la pandémie. Donc, on a inclus la thanatologie aujourd'hui parce que la simulation va peut-être nous amener à gérer des personnes décédées. Vers la fin de l'intervention, dans un contexte de la loi sur le coroner, les étudiants en thanatologie vont venir s'impliquer pour prendre charge des personnes décédées sur les lieux d'accident. Des intervenants, donc policiers, pompiers, ambulanciers et intervenants en milieu carcéral, pourront apprendre quel est le rôle et les responsabilités des étudiants en thanatologie sur le terrain. Mais ensuite, on va revenir tout le monde ensemble dans une grande salle où on va échanger sur les rôles, les responsabilités de chacun. Même si la simulation amène son lot de défis, chaque étudiant en sort satisfait. À Québec, Juliane Perrault pour Nouveau Info. Maintenant, une semaine après leur bilan de fin de saison, les Remparts de Québec ont encore convoqué les médias aujourd'hui. Et c'est pour annoncer l'arrivée de James Cantlebury, le choix de première ronde de l'équipe au dernier repêchage. Félix-Antoine, pour ceux qui ne connaissaient pas la situation, ça peut paraître assez normal. Qu'est-ce qui rend l'annonce intéressante? Oui, parce qu'effectivement, s'il y a bien une chose dont on s'attend d'un choix au repêchage d'une équipe, c'est qu'il joue pour l'équipe, normalement. Ça semble normal, mais dans la LHJMQ, c'est une situation qui est quand même commune, cependant. C'est celle de joueurs québécois, oui, mais qui s'exilent aux États-Unis. C'était le cas de James Cantlebury, qui avait passé les 3 dernières saisons au sud de la frontière. Il y avait vraiment des questionnements au repêchage déjà l'an dernier, à savoir s'il allait jouer au Québec. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Remparts ont été en mesure de le choisir au 9e rang. Il y a plusieurs personnes qui pensent qu'il aurait été choisi beaucoup plus haut s'il avait été clair sur ses intentions de jouer au Québec. Donc, dernière saison passée aux États-Unis. Il confirme maintenant qu'il sera des Remparts de la saison prochaine. Mais avant de s'exciter un petit peu trop, il n'a pas voulu s'aventurer sur la saison d'après la prochaine. Donc, ça pourrait simplement être une année pour James Cantlebury qui pourrait ensuite rejoindre les rangs des collèges américains. Il avait déjà possiblement une entente avec l'Université de Boston d'ailleurs. Mais pour Simon Gagné, le directeur général des Remparts de Québec, c'est pas particulièrement une inquiétude pour l'instant. Dès l'année prochaine, je crois qu'on va avoir une équipe beaucoup plus talentueuse, beaucoup plus mature. Puis l'année suivante, après, on l'a jamais caché qu'en tant qu'organisation, on aimerait recevoir la Coupe Memorial. Encore une autre équipe, probablement encore plus mature, encore plus de talent. Alors, je pense que les joueurs qui vont faire partie de l'équipe l'année prochaine vont vouloir rester pour cette année-là aussi. Bon, mais si on oublie ce qu'il y a à l'extérieur de la glace, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre de Cantlebury? Oui, bien, c'est ce qui intéresse le plus les amateurs des Remparts, il faut quand même le dire. C'est un centre Cantlebury de 5 pieds 10 qui a amassé 39 points en 62 matchs quand même dans son année de 16 ans en USHL. C'est impressionnant. Mais la réalité, Jean-Simon, c'est que c'est pas toi ni moi qui sont les meilleurs pour parler d'un joueur de hockey. C'est le directeur général de Simon Gagné. C'est un joueur qui joue sur 200 pieds, qui va apporter beaucoup de vitesse, qui a une vision de jeu, je pense, au-dessus de la moyenne. C'est sur un avantage numérique cette année qui a été avec des hauts et des bas. Je pense qu'un joueur comme ça peut vraiment venir aider une unité spéciale dès l'année prochaine. Et juste pour en rajouter un peu plus, pour faire saliver un peu les partisans des Remparts, on a demandé à Simon Gagné de le comparer à un joueur, son style, et il est allé quand même fort. Il l'a comparé à Sidney Crosby. Pas en termes de talent, mais quand même en termes de style de jeu. Bon, la barre est quand même haute. Merci beaucoup, Félix. Quand même un peu. Maintenant, Simons a connu une dernière année exceptionnelle. On parle d'un chiffre d'affaires qui a franchi les 830 millions de dollars. C'est une hausse de 25 par rapport à 2024. Le détaillant dont la maison mère est toujours à Québec a su récupérer la clientèle des 80 magasins La Baie en faillite. L'ouverture de 2 succursales à Toronto, ça a aussi contribué à faire exploser les ventes. Et d'ailleurs, il y a un 20e magasin qui doit ouvrir à l'automne 2027 du côté de Vancouver. L'usine de classification 2 de Saint-Lambert de Lauzon s'agrandit. Lovo, anciennement le groupe Nutri, va investir 10 millions dans les travaux. D'ici novembre, la capacité de production et d'entreposage des installations va être augmentée de 10 Dans une première phase, les équipements de manutention et de préparation des œufs vont être modernisés. Le but, c'est de soutenir la croissance et l'évolution de l'industrie, en plus de répondre aux futurs besoins du marché.
Le gouvernement du Québec va maintenant construire et exploiter ces maisons des aînés en partenariat public-privé. La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a annoncé ce matin la conversion du vieux centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis sur ce modèle au coût de 107 millions de dollars pour Québec. Ça va permettre de porter la capacité d'hébergement de l'installation à 180 lits. On parle de 22 de plus qu'avant. Desjardins et Sécurité financière va construire le bâtiment et va en demeurer propriétaire, tandis que le groupe Sedna va avoir pour charge l'offre de soins et de services aux aînés. Mme Bélanger affirme que cette solution protège l'État contre l'explosion des coûts. Flambée des prix au niveau des fournitures, le salaire des employés de la construction, puis un besoin de construire tout en même temps. Ça a eu un impact sur le coût des maisons des aînés, bien sûr. Le privé ont des règles qui ne sont pas les mêmes règles qu'au niveau ministériel. Puis pourquoi ne pas avoir des projets où on a de l'expertise avec nous? Ça va nous aider à continuer de développer ce qu'il faut pour les aînés. La récupération des sacs mauves et le traitement des résidus alimentaires vont être interrompus du 1er au 11 mai à cause de travaux d'entretien préventif au Centre de biométhanisation de Québec qui sont nécessaires pour maintenir l'efficacité opérationnelle des équipements et pour éviter des bris éventuels pendant l'exploitation. Au cours de cette période-là, les sacs mauves vont être envoyés directement à l'incinérateur. On termine en parlant de chauve-souris, un univers assez méconnu, mais c'est quand même fascinant. Hein? Et dans un objectif de sensibilisation, il y a un événement qui avait lieu hier, lors duquel il y a plusieurs de ces animaux hébergés au refuge du zoo de Granby qui ont été remis en liberté. Voici le reportage de Fanny Lachance-Paquette. Je suis à la base de plein air André Nadeau de Sherbrooke parce que ce soir, il y a une vingtaine de chauves-souris qui étaient hébergées au refuge du zoo de Granby qui vont être libérées. Ils sont là-dedans. C'est la remise en liberté des chauves-souris qui ont passé l'hiver au refuge pour chauves-souris du zoo de Granby. Comment ils se retrouvent là, les chauves-souris? Les chauves-souris qui viennent au refuge ont été trouvées par des citoyens, majoritairement dans leur domicile. Ça peut être au milieu de travail, dans des écoles, des églises, des centres commerciaux. Nous, quand on la reçoit, on fait un examen vétérinaire, on s'assure qu'elles ont un bon poids, qu'elles sont bien hydratées, puis ensuite on les met en hibernation. Puis vous en avez reçu combien cet hiver, tes chauves-souris? On a reçu 85 chauves-souris. C'est un record en termes d'admission individuelle. Donc c'est une très grosse année. L'hiver s'est amorcé tôt et a été assez rude. Lui, il va ici, là. Malheureusement, des fois, il y en a qui ont des traumas, donc des fractures. Il y en a qui arrivent, qui ont déjà épuisé beaucoup de leur réserve d'énergie en étant réveillés longtemps, en étant très stressés. Donc, des fois, il y en a qu'on ne peut pas sauver. Donc, c'est ça, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va une par une les mettre dans la grande tente. Elles vont pouvoir se réchauffer, se pratiquer à voler. Ça fait quand même plusieurs mois qu'elles sont en hibernation. Donc, elles vont se réchauffer pendant une demi-heure, 45 minutes. Puis ensuite, on va ouvrir les portes et elles vont pouvoir retrouver la liberté. Cette année, on a un partenariat avec la ville de Sherbrooke, entre autres, dans un grand programme de conservation des insectivores aériens. Donc, d'un côté, ça comprend les chauves-souris, mais aussi tous les oiseaux qui se nourrissent d'insectes, comme les hirondelles et les martinets ramoneurs. En fait, c'est le zoo de Granby qui nous a approchés pour savoir si on voulait être partenaire dans le projet. Donc, il a approché les différentes MRC de l'Estrie et la ville de Sherbrooke. Donc, pour nous, dans la mission de la ville de conserver les milieux naturels, de s'assurer qu'ils soient en santé, c'était tout à notre honneur là, de participer, nous aussi, au projet. Donc, on s'assure d'amener, dans le fond, l'information aux citoyens. Donc, nous, on est un peu comme une courroie de transmission pour l'information, finalement, et on organise l'événement de ce soir. Les gens qui sont présents ici ce soir au parc vont pouvoir venir poser toutes les questions qu'ils veulent puis venir voir. C'est aussi ça qu'on veut faire avec le refuge à chauves-souris. C'est pas seulement de sauver toutes ces chauves-souris-là, qu'on sauve individuellement, mais c'est aussi un énorme outil de sensibilisation de la population à l'importance des chauves-souris au Québec. Si on a un petit mâle... Tu trouves ça comment qu'il y ait cette activité-là dans le parc ce soir? C'est cool. Ben, c'est vraiment cool parce que j'avais jamais vu genre autant de chauves-souris rassemblées, puis j'ai hâte de les voir s'envoler. Je pense que c'est la dernière. Une autre remise en liberté de chauves-souris est prévue en mai, cette fois à Granby. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.